Le fils d'Agatha Moudio chapitre 4. Nous rentrâmes de la pêcherie, un mois après, la pirogue remplie de poissons fumés. Je venais de passer 4 semaines intolérables, tout au long desquelles je m'étais demandé ce qui m'attendait au juste à mon retour au village. Dès que je posai les pieds sur le rivage, je courus chez ma Médie. « Oh, je ne comprends pas ce qui se passe, lui dis-je. Quel plan a donc été dressé afin de me marier? Et pourquoi ne m'en a-t-on rien dit? Explique-moi, dis-moi tout, tout de suite, car les autres ont refusé de divulguer le secret, comme si la chose regardait quelqu'un d'autre que moi. Il ne se passe rien de grave, fils. Sois tranquille. Il faut simplement que tu obéisses à tes pères, les anciens du village, tu le sais bien. Même si ton pauvre père était encore vivant, il te dirait la même chose, il ne faut pas leur désobéir. Tu n'auras qu'à agir selon les conseils qu'ils te donneront. Ma Médie était d'un calme et d'une gravité que je ne lui connaissais pas habituellement. Si vous l'aviez vue, elle parlait comme la sagesse en personne. Et moi, je ne savais toujours rien de ce qui m'attendait. J'insistais, posant de plus en plus de questions. À la fin, elle parla. « Oh, je ne te cacherai pas, fils, que depuis l'autre jour, ton avenir me donne beaucoup de soucis, tu me comprends bien, depuis le jour où j'ai remarqué que cette fille perdue te pourchassait. Mais, je t'avais pourtant bien rassuré à ce sujet, du moins je croyais que... Oui, je sais. Tu m'avais donné la certitude qu'il n'y avait pas de danger de ce côté-là. Mais, mon enfant, je connais la vie mieux que toi. Tu es aujourd'hui grand et fort et beau et courageux, mais c'est moi qui t'ai fait. Je sais ce qu'une femme est capable de faire à un homme quand elle tient à lui. Or Agatha tient à toi, sinon elle ne viendrait pas d'elle-même s'enfermer chez toi par temps de pluie, comme elle l'avait fait l'autre jour. » Ma mère rapprocha son banc du mien, et me parla à voix basse. « Alors, me dit-elle, je suis allée voir Mbaka. Le chef ou le petit? Ou le chef, bien sûr, pourquoi voudrais-tu que j'aille voir Mbaka le petit? Il a beau être marié, il n'a pas plus de cervelle pour cela. Que veux-tu qu'il puisse me donner comme conseil, lui qui ne sait même pas tenir sa femme comme il faut? Or vous vous rappelez que c'était Mbaka le petit qui m'avait révélé qu'un plan secret avait été établi en vue de mon mariage. Je ne comprenais donc plus rien, car si c'était un secret, seuls les anciens auraient dû le connaître. Décidément, me dis-je, Polichinelle a dû habiter chez nous autrefois. Mais écoutez plutôt ma Médie. Oh, je lui ai dit que tu voulais te marier. Je ne lui ai pas caché mon inquiétude au sujet d'Agatha, et je lui ai rappelé toute l'affaire. Il a réfléchi, puis il a réuni les anciens. Ils y étaient tous, Moudiki, Bilé, et Coco, Mpondolé debout, le roi Salomon, et même YK. Avec Mbaka lui-même, cela faisait 7 personnes. Tu m'entends, fils, les 7 hommes les plus vieux du village se sont réunis pour étudier ton cas. Voilà pourquoi je te supplie encore une fois de faire comme ils te l'indiqueront, le moment venu. Ne leur manque pas de respect. C'est bien, mère, j'ai compris. Mais qu'ont-ils donc décidé à mon sujet? Tu vas le savoir aujourd'hui même. Car il est entendu que, dès ton retour, le chef Mbaka te convoquera pour te parler de tout cela. Tu sais que ce n'est pas à moi de te parler de ce que les hommes ont décidé de faire, ce n'est pas mon rôle, et même si je voulais dire quelque chose, je serais bien embarrassé, étant donné que j'ignore tout de leur décision finale. Pour une fois, une certaine angoisse me gagna. J'avais tant espéré tout savoir dès mon retour, en parlant à ma mère, que je fus un peu ébranlé en l'entendant dire qu'elle ignorait, elle-même, ce que les anciens avaient décidé à mon sujet. Heureusement, le chef Mbaka ne mit pas longtemps avant de me convoquer chez lui. Lorsque j'y arrivai, je le trouvai assis, parmi les autres. Tous les anciens étaient là, il y avait Moudiki, Bilé, et Coco, Mpondolé debout, le roi Salomon, et même YK. Avec le chef Mbaka, cela faisait 7 personnes, 7 anciens du village, pour me parler de mon cas. J'avoue que leur mine et leur attitude ne laissèrent pas de m'impressionner vivement, point les 7 visages noirs prirent leur air de grandes occasions, renforcés par la pénombre de la pièce où se tenait la réunion. On me fit asseoir au milieu du groupe, et l'on me parla. Ce fut, comme il se devait, le chef lui-même qui parla le premier. « Écoute, fils, me dit-il, je dois t'annoncer tout d'abord que l'esprit de ton père est présent ici, avec nous, en ce moment même. Sache donc que nous ne faisons rien qui aille contre sa volonté. D'ailleurs, même s'il était encore vivant, il nous laisserait faire, car il avait confiance aux anciens, et il les respectait beaucoup. » Mbaka prit un temps, puis continua. « Nous allons te marier. C'est notre devoir de te marier, comme cela a toujours été le devoir de la communauté de marier ses enfants. Mais si, à l'exemple de certains jeunes gens d'aujourd'hui, tu crois que tu peux mener à bien, tout seul, les affaires de ton propre mariage, nous sommes prêts à te laisser les mains libres, et à ne plus nous occuper de toi dans ce domaine-là. La seule chose que nous allons te demander, c'est si tu consens à ce que ton mariage soit pris en main par les anciens du village, ou si, au contraire, tu estimes que c'est une affaire qui ne regarde que toi, et dont nous aurions tort de nous occuper. Réponds-nous, fils, sans peur, réponds franchement, tu es libre de choisir ton propre chemin. » Je compris, j'étais au carrefour des temps anciens et modernes.
Je devais choisir en toute liberté ce que je voulais faire, ou laisser faire. Liberté toute théorique, d'ailleurs, car les anciens savaient que je ne pouvais pas choisir de me passer d'eux, à moins de décider ipso facto d'aller vivre ailleurs, hors de ce village où tout marchait selon des règles séculaires, malgré l'entrée d'une autre forme de civilisation qui s'était manifestée, notamment, par l'installation de cette borne fontaine que vous connaissez. Et puis, comment oser dire à ces gens graves et décidés, que je voulais me passer d'eux? Je vous dis qu'il y avait là, entre autres personnes, EYK, le terrible sorcier, le mari de la mère Mauvais-Regard. Dire à tout le monde présent que je refusais leur médiation, c'était presque sûrement signer mon arrêt de mort. Tout le monde, chez nous, avait une peur terrible d'EYK, cet homme aux yeux rouges comme des piments mûrs, dont on disait qu'il avait déjà supprimé un certain nombre de personnes. Et malgré ma force qui entrait peu à peu dans la légende des lutteurs Douala, moi aussi j'avais peur d'EYK. Il était là, il me regardait d'un air qu'il essayait de rendre indifférent et paternel à la fois. Ses petits yeux brillaient au fond d'orbites profondes, en harmonie avec les joues maigres. Il n'avait pas dû manger beaucoup quand il était jeune. Il était là, devant moi, véritable allégorie de la mort habillée d'un pagne immense, et d'une chemise de popeline moisie. Je n'osais pas le regarder en face. Je pensais, dans mon fort intérieur, que de tous ces hommes groupés autour de moi, seul le roi Salomon pouvait m'inspirer une certaine confiance. Lui, au moins, était un homme sincère. À part les moments où il désirait vraiment inventer des histoires, ce qu'il réussissait d'ailleurs fort bien, à part ces moments-là, il disait les choses qu'il pensait, avec des pointes de sagesse dignes du nom célèbre qu'il portait. C'était, du reste, à cause de cette sagesse que notre village l'avait sacré roi, bien que de toute sa vie, Salomon n'eût connu que son métier de maçon. Je tournai les yeux vers lui, comme pour lui demander conseil. Il secoua affirmativement la tête, assez légèrement pour que les autres ne voient pas, assez cependant pour que je comprenne. Oui, le roi Salomon était de l'avis du groupe, et moi je devais me ranger à son avis, à leur avis à tous. Chef Mbaka, et vous autres, mes pères, dis-je, je ne puis vous désobéir. Je suis l'enfant de ce village-ci, et je suivrai la tradition jusqu'au bout. Je vous déclare que je laisse à votre expérience et à votre sagesse le soin de me guider dans la vie, jusqu'au jour lointain où moi-même je serai appelé à guider d'autres enfants de chez nous. Chacun des hommes manifesta sa satisfaction à sa manière, qui tous autant, qui souriant, qui reprenant un peu de poudre de tabac à priser. C'est bien, fils, dit le chef Mbaka. Voilà la réponse que nous attendions de notre fils le plus digne, et nous te remercions de la confiance que tu nous accordes de ton plein gré. Maintenant, tu vas tout savoir, dès demain, nous irons frapper à la porte de Tanga, pour sa fille Fanny. Esprit, toi qui nous vois et qui nous écoutes, entends-tu ce que je dis? Je répète que nous irons demain frapper à la porte de Tanga, pour lui demander la main de sa fille pour notre fils la loi, comme tu l'as ordonné toi-même avant de nous quitter. Si tu n'es pas d'accord avec nous, manifeste-toi d'une manière ou d'une autre, et nous modifierons aussitôt nos plans. Il parla ainsi à l'esprit de mon père, qui était présent dans cette pièce, et nous attendîmes une manifestation éventuelle, pendant quelques secondes. Elle ne vint point, rien ne bougea dans la pièce, ni le battant de la porte, ni l'unique fenêtre avare de lumière, et qui s'ouvrait par une petite natte rectangulaire de raffia tressée. Nous n'entendîmes rien, même pas de pas sur le sol frais de terre battue. Rien, mon père nous donnait carte blanche. Alors, les anciens, à tour de rôle, m'expliquèrent ce qu'on allait faire. La conférence dura 3 bonnes heures, pendant lesquelles je fus mis au courant de tout le plan d'action qu'ils avaient soigneusement élaboré, pendant lesquelles aussi je reçus tant de conseils qu'il me sera difficile de jamais me souvenir de tous. En sortant de là, je savais que j'allais bientôt me marier, mais que ce ne serait pas tout de suite. Comme l'avait prétendu mon cousin Ekeke, sans doute pour m'effrayer un peu. Je redescendis au rivage, où mes compagnons étaient restés pour vendre une partie du poisson que nous avions ramené, une plus grosse partie étant destinée au grand marché de Douala où nous irions le lendemain. Nous ne remontâmes au village qu'à la nuit tombante. J'allais dîner chez ma Médie, et lorsque j'eus fini, je m'empressai de lui dire bonsoir. Mais au lieu d'aller me coucher, j'attendis un peu, pour aller ensuite voir Agatha Moudio. Seule la nuit pouvait me permettre d'aller la voir. Arrivé dans son village, je me tins à quelque distance de sa maison, et sifflai 2 fois un air que nous avions inventé tous les deux, et qui nous servait d'indicatif chaque fois que l'un de nous voulait voir l'autre à la faveur de la nuit. Je n'attendis que quelques minutes, Agatha sortit de chez elle par je ne sais quelle porte, et vint me rejoindre. Seule la nuit sombre pouvait permettre une telle rencontre. Le lendemain, les anciens de notre village se rendirent chez Tanga, pour frapper à sa porte. L'opération consiste en une visite de courtoisie, pour laquelle on apporte une bouteille de liqueur, de la vraie liqueur, dit-on, pour préciser qu'il s'agit de whisky, ou de cognac, à la rigueur de rhum bien que ce dernier alcool passe pour nettement inférieur aux 2 premiers cités. On frappe à la porte, on entre, et l'on parle de toutes sortes de choses avec le maître des lieux. La saison se porte bien, les pluies vont bientôt revenir, les femmes poursuivent leurs travaux des champs, malgré les chaleurs torrides, les enfants sont sages.
On parle de tout, et à la fin seulement, lorsque le répertoire des sujets à évoquer est épuisé, alors on aborde, comme incidemment, le sujet principal. Dit ce jour-là le roi Salomon en se servant un peu de whisky. Dis-nous, Tanga, te souviens-tu des dernières paroles de ton ami Edimo? Edimo, feu Edimo, le père de Mbenda? Oui, bien sûr, lui, tu n'as pas d'autres amis du nom d'Edimo, que je sache. Non, c'est vrai, dit Tanga. Et il avala une gorgée. Cet alcool que l'on boit s'écrangue très rapidement. Aussi, lorsque Tanga prit la parole pour se souvenir de son ami, mon père, mort sous ses yeux, ce fut avant tout pour rappeler les moments extraordinaires qu'ils avaient vécus ensemble, pendant leur carrière de pêcheur, autrefois. Si je ne me souviens pas d'Edimo, à qui d'autre veux-tu donc demander de te parler de lui? Nous avons connu ensemble tous les villages de pêche de l'estuaire du Wouri et tu me demandes si je me souviens de lui? Attends, je vais te raconter. Oh je sais, je suis sûr que tu ne l'as pas oublié, lui, dit le roi Salomon. Mais ce que je te demande, c'est de nous dire si tu te souviens de ce qu'il t'a dit pour la dernière fois, avant de fermer à jamais les paupières. T'en souviens-tu? Quoi? À propos de son fils? Bien entendu, je m'en souviens. Il m'a demandé de donner ma première fille en mariage à son fils. Et que croyez-vous donc? Que je ne suis pas prêt à honorer sa mémoire? Vous connaissez Fanny? C'est-à-dire que nous savons qu'elle existe, et qu'elle est ta fille aînée, mais nous ne la connaissons pas. Nous ne l'avons encore jamais vue. Oui, montre-la nous. Le roi Salomon était l'interlocuteur de Tanga. C'était lui que les autres vieux avaient choisi pour mener à bien cette affaire de mon mariage, et j'en étais bien content. J'aimais beaucoup le roi Salomon. Tanga ne prit pas le temps de répondre un mot. Il se leva promptement, se dirigea vers la porte, et cria dans la cour. Fanny, Fanny, Fanny. Papa, répondit une voix lointaine de petite fille. Viens Fanny, viens dire bonjour à tes pères ici présents. Et la petite fille, timidement, vint dire bonjour à ses vieux bien portants, à l'œil pétillant de whisky écossais. Oh, Tanga, nous avions appris que tu avais une petite fille, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle est déjà une femme, dit le roi Salomon en admirant l'enfant précoce qu'était Fanny. En effet, elle avait plus l'air d'une grande fille que d'une enfant de 13 à 14 ans. Lorsqu'elle eut fini de saluer le monde, elle entendit l'ordre de son père. Tu peux te retirer maintenant. Et elle se retira. Comme elle allait franchir le seuil, soulagée de pouvoir retrouver l'air de l'extérieur, son père la rappela. Écoute, lui dit-il, va chez ton oncle Njiba. Dis-lui que j'ai besoin de le voir tout de suite. Fanny courut chez son oncle Njiba. Celui-ci arriva presque aussitôt. Il trouva la bouteille de whisky à moitié vide, mais il extériorisa quand même sa joie de voir qu'il en restait encore. Béni sois-tu, ô bouteille, venue par bateau d'un pays lointain. Mes yeux n'ont jamais vu ton pays, mais ma langue connaît la saveur exquise de l'eau que tu contiens. Béni sois-tu, ô bouteille fabriquée par les Blancs. Puis il protesta aussitôt. Comment, Tanga, tu as donc une chose comme celle-ci chez toi, et tu ne m'appelles que lorsque c'est fini. Njiba, cria alors Tanga, tu devrais commencer par dire bonjour aux étrangers que tu trouves chez moi, au lieu de te lancer dans des protestations d'alcoolique. Que vont-ils croire à présent? Mes frères, dit Njiba, dont les yeux s'étaient habitués à la lumière particulière de la pièce, mes frères, ne vous fâchez pas que je ne vous ai pas dit bonjour en entrant. Dès que j'ai vu cette bouteille sur la table, elle m'a tellement fasciné, que mes yeux n'ont plus vu qu'elle, elle seule, et rien d'autre. Mes frères, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Que Nyambé, le Tout-Puissant, vous garde, et vous rende heureux sous ce toit qui appartient à mon frère de même mère et de même père. Les autres aussi se montrèrent polis. Alors, Tanga expliqua rapidement à son frère ce qui avait amené ces hommes de chez nous. Bien entendu, Njiba n'aurait écouté toute cette histoire que d'une seule oreille, si Tanga ne lui avait auparavant versé un verre entier de whisky. Frère Njiba, si je bois, tu dois boire aussi, parce que je suis toi, et que toi, tu es moi. Ce qui m'appartient t'appartient, et ce qui t'appartient est à moi. Bois. Njiba avala une grande gorgée puis, sans reposer son verre, il s'emplit encore les joues de whisky, s'en rinça soigneusement la bouche, mâchonna le liquide un instant, et enfin avala cette autre gorgée. Ah, fit-il, croyez-moi, il n'est rien de tel contre les rhumatismes, ces serpents de nuit, qui ne vous laissent plus tranquille dès que l'âge vient se mêler de votre vie. Il regarda ce qui restait encore dans son verre, le tendit à son frère pour en avoir encore un peu, en reçut et posa le verre près de lui sur la table, en se plaignant. Oh, je t'ai déjà dit plusieurs fois d'acheter des verres comme il faut. Tu nous tues avec ces petits jouets de rien du tout. On dirait des verres pour donner à boire à une poupée. Tu nous tues de soif, Tanga, tu nous tues. C'est vrai, dit Moudiki, c'est vrai que les Français ne savent pas fabriquer ces choses-là. Du temps des Allemands, nous avions des verres, de vrais verres dignes de ce nom. Oh, ne me parlez plus de ça, ça me rappelle tant de choses extraordinaires. Je ne peux même pas vous raconter tout cela ici. Des verres, de grands verres à bière, comme ça. Père en avait de toutes sortes, du temps des Allemands. Je me demande pourquoi ces gens-là sont partis.
Peut-être qu'il n'aimait pas beaucoup notre pays. Moi aussi, je crois qu'ils n'aimaient pas notre pays, bien que l'on nous mente ici qu'ils ont dû s'en aller parce qu'ils avaient perdu la guerre, dit Bill. Perdre la guerre? Comment les Allemands auraient-ils pu perdre la guerre? La chose est-elle possible? Et qui au monde aurait donc pu la leur faire perdre? Ces poules mouillées qui sont ici maintenant? Allons donc, dites-moi autre chose. Les hommes de chez nous étaient ainsi. Pour eux, la nostalgie du temps des Allemands était telle, qu'à n'importe quelle occasion, il y avait toujours lieu de comparer le présent et le passé, et toujours, bien entendu, à l'avantage du passé. Aujourd'hui, toutefois, la question n'était pas là. Ces hommes rassemblés dans une maison africaine, et qui buvaient du whisky écossais dans des verres français en se souvenant de la grande Allemagne d'autrefois, ces gens-là s'étaient donné pour mission de mettre au point les grandes lignes de mon futur d'homme marié. Tu bois, frère Njiba, tu bois, dit soudain Tanga, et tu ne te soucies même pas de savoir au nom de quoi tu bois. C'est bien ce que j'allais te demander, tu m'as simplement devancé. Dis-moi donc, que me vaut le plaisir de boire cet excellent alcool des Blancs? Rien du tout. On ne te demande pas de débourser un centime même si tu es très riche. Mais regarde les frères qui sont venus nous voir. Ils m'ont tout à l'heure posé une question à laquelle, toi, tu dois répondre. Écoute-moi bien, ils m'ont demandé si je me souvenais des dernières paroles de mon ami Edimo, au sujet de ma fille Fanny, qui, tu le sais bien, n'était pas encore née à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu réponds à cela? Njiba avala une autre gorgée, tout sauta et prit un temps pour répondre. Ce que je dis? Ce que je vais dire? Eh bien, toi, mon frère, tu n'as pas froid aux yeux, c'est ce que je dois commencer par te faire remarquer. Des hommes viennent chez toi, un matin, ils te font boire un peu de whisky, et tout de suite, tu t'apprêtes à leur donner ta fille. Et tu t'arranges pour que ce soit moi qui parle pour dire oui, afin que, les autres, au village, disent demain que c'est moi qui ai donné Fanny sans les prévenir. Et tu demandes ce que je réponds? Les gens de chez nous se regardèrent. Billy reprit un peu de poudre de tabac et éternua 3 fois. Il restait du whisky dans les verres, chacun y puisa les forces nécessaires à la poursuite des négociations. Du reste, les choses n'avaient pas pris une tournure inattendue. Ce qui eût été étonnant c'eût été de voir Tanga, ou son frère Njiba, laisser les visiteurs rentrer chez eux avec la certitude que Fanny leur était acquise d'office. Ces choses-là ne vont pas si vite. La réponse de Njiba n'avait donc rien de particulièrement inquiétant. C'est ce que confirma Tanga, qui ajouta. Oh, vous comprenez ce que veut dire mon frère Njiba. Vous êtes venu frapper à ma porte. Il faut maintenant que j'aille faire part de votre visite aux autres. Ce sont eux seuls qui peuvent décider de l'issue de votre démarche. Moi, je ne puis rien vous dire, tant que je ne les ai pas consultés. Je me charge seulement de vous tenir au courant de ce qu'ils m'auront donné comme réponse. Mais, il hésita un moment, je veux dire que si vous avez quelque chose à leur envoyer, de façon que je ne me présente pas chez eux les mains vides, cela facilitera beaucoup ma tâche. Les gens de chez nous avaient naturellement prévu tout cela. Le roi Salomon ouvrit un sac qu'il avait gardé à son côté depuis leur arrivée chez Tanga, et sortit, une deuxième bouteille de whisky écossais, de la célèbre marque Johnny Walker. « Oh, l'homme qui marche là-dessus, dit le roi Salomon montrant le dessin sur l'étiquette de la bouteille à section carrée, le blanc qui marche là-dessus n'a qu'à aller parler au tien de notre part. Qu'il parle bien, et toi, tu me diras quand et comment nous pourrons venir prendre notre femme. » On rit de bon cœur à ce mot du roi, on vida la première bouteille et les verres, puis on se sépara. En rentrant le soir du marché de la ville, où j'étais allé vendre du poisson avec mes compagnons de pêche, je me rendis chez le roi Salomon afin de m'informer de ce qu'ils avaient fait ou dit chez Tanga. « Mon fils, me dit-il, tout se présente comme il faut. Il ne faut pas attendre ta femme chez toi demain, mais je puis t'assurer qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps. Le temps fera les choses comme elles doivent être faites. » Je partis rassuré, et en priant le temps de prendre son temps. Tant qu'il s'agissait de Fanny, je n'étais guère pressé, et j'espérais encore qu'avec le temps, ma mère arriverait à changer d'avis au sujet d'Agatha Moudio, et qu'en fin de compte ce serait elle que j'allais d'abord épouser, avant d'affronter mon infaillible mariage avec la fille de Tanga. D'ailleurs, la visite à Tanga, telle que me l'avait raconté le roi Salomon, me laissait penser un peu faible lueur d'espoir que les parents de Fanny pouvaient aussi bien refuser notre mariage. Après tout, rien ne les forçait à l'accepter, les dernières volontés d'un homme qui n'était pas de chez eux ne pouvaient guère engager toute leur communauté. Seigneur, me dis-je, s'ils pouvaient seulement avoir la bonne idée de refuser, ou de nous compliquer les choses à tel point que nous soyons, nous-mêmes, amenés à nous désister. J'allais dîner chez ma Médie. Je lui racontai en détail ma journée au grand marché de la ville. Je comptais devant elle tout l'argent que j'avais gagné. Ceci, lui dis-je en lui en donnant une partie, c'est pour toi. Cette autre partie, c'est pour que tu me la gardes précieusement. Ma mère était le meilleur banquier du monde, et je la flattais grandement en lui témoignant ma confiance comme je le faisais. Tant d'enfants, de nos jours, s'éloignaient de leur mère dès qu'ils pouvaient eux-mêmes gagner leur vie. Je pris aussi un peu d'argent de poche. Et après le dîner, je fis comme la veille. Je rencontrai Agatha Moudio de la même manière.
Je lui donnai une jolie robe et un foulard multicolore que j'avais acheté pour elle au marché, une fois la recette partagée entre mes compagnons et moi. Agatha adorait les jolies robes, et je le savais. Il y a des gens qui sourient chaque fois que je leur raconte que j'avais acheté une robe pour Agatha. Comment faisais-tu pour l'essayer, me demande Théon. Eh bien, je ne l'essayais pas du tout, et je l'expliquais clairement à la jeune fille. Si elle est trop grande pour toi, tu la raccourciras, et si elle est trop ample, tu n'auras qu'à la reprendre un peu à la taille. Elle était aux anges, et moi, j'étais tout heureux de la voir ainsi. Quelques jours après, Tanga, le père de Fanny, envoya un émissaire auprès du chef Mbaka, et lui fit dire qu'il désirait rencontrer quelques gens de chez nous. Le lendemain, le roi Salomon et Bilé se rendirent à Dédo. « Oh voyez-vous, leur dit Tanga, j'ai l'impression que la chance vous avait accompagné l'autre jour. Le blanc qui marche allègrement sur la bouteille carrée a bien marché avec vous. Les gens de ma communauté sont d'avis de vous rencontrer dès que vous le voudrez, pour parler sérieusement de cette affaire, en détail, et ils m'ont chargé de vous le dire. » Le roi remercia Tanga de cette bonne nouvelle. Quand on est parrain dans une affaire comme celle-là, on aime bien voir que les choses avancent, et surtout qu'elles vont dans un sens favorable. Une date fut aussitôt fixée, pour une rencontre au cours de laquelle on allait, croyais-je, négocier le mariage de Fanny. Un mois après, le jour indiqué était arrivé. On se retrouva chez Njiba, qui était le parrain de Fanny, tout comme le roi Salomon était le mien. Il y eut un grand festin, et des vins de toutes sortes, du vin de palme blanc-gris tiré des calebasses brunes, au vin rouge amené d'Europe par Dame Jeanne Clissé. Faire bombance n'empêche pas de parler, et l'on parla, et l'on parla. Il y eut des mots de toute grosseur, allant de la plaisanterie insignifiante, qui ne fait rire que son auteur, à l'injure à peine masquée, qui amène de temps à autre une grande incertitude sur l'issue favorable des négociations. « Oh notre fille, dit Njiba, notre fille est de celle que l'on ne vend pas. Si vous voulez, nous allons tout simplement vous la donner. Je dis bien donner, et je sais ce que je dis. Oncle, verse-moi encore un peu de ce vin que les Blancs fabriquent pour nous. Verse-moi, car j'ai quelque chose à dire à nos visiteurs. » On lui en versa. Il se leva en portant le verre à ses lèvres. « Oui, continua-t-il, je dis que nous allons vous donner notre fille. Ne méprisez pas mes paroles, je suis son oncle, c'est-à-dire son père, et c'est moi qui vous parlerai du début à la fin. Laissez-moi boire un coup. Je vous répète qu'il ne faut pas mépriser ce que je dis. D'ailleurs, vous n'aurez notre fille que si vous acceptez mon offre. C'est à prendre ou à laisser. Mais je sais que vous accepterez, car il s'agit d'un mariage tout à fait exceptionnel. Pensez donc, votre fils était fiancé à notre fille avant la naissance même de celle-ci. Prenez-la, ne nous donnez rien. Voilà, j'ai parlé, j'ai fini. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. » Njiba se rassit en vidant son verre sans perdre un mot de ce que les autres disaient autour de lui. Alors, le roi Salomon prit à son tour la parole. « Frère, dit-il, nous te remercions de l'offre généreuse que tu viens de nous faire. Tu as bon cœur, et cela nous plaît particulièrement de savoir que la femme de notre fils vient d'une famille à l'âme aussi généreuse. Tu ne veux pas que nous payions quelque chose? Nous t'en Oh, je vous dis que notre fille ne se vend pas comme une chèvre, coupa Njiba. Nous n'avons pas l'habitude de faire cela chez nous. Si vous voulez acheter une femme pour votre fils, il ne faut pas venir ici. Nous ne vous demandons pas un centime, même si vous êtes riche à ne savoir que faire de votre argent. Oh, nous t'en remercions, continua le roi. Nous vous en remercions d'autant plus que nous sommes loin de nous prendre pour des riches. D'ailleurs, nous n'en sommes plus, nous non plus, à ce stade primitif où les hommes vendent ou achètent des femmes. Tout tombe donc à merveille. N'est-ce pas, mes frères, que tout tombe à merveille? Tu as raison, répondirent les gens de chez nous. Tu as raison, tout tombe bien, puisque nous n'avons pas d'argent pour acheter la femme de notre fils, ni d'ailleurs aucune autre femme au monde. Ce n'était pas strictement exact. Ils avaient bien un peu d'argent pour ce genre de transaction, mais le fait est que chez nous, nous avions depuis longtemps cessé d'appeler cela « acheter » ou « vendre » une femme. Nous n'attribuions même pas au fait de donner un peu d'argent pour prendre une femme la valeur d'un symbole. Non, nous n'étions pas ce que les Européens appellent parfois des Noirs civilisés, avec dans le ton une pointe de fierté qui indique que l'œuvre de civilisation par eux entreprise de par le monde commence à porter des fruits, nous étions seulement des gens pratiques. Nous considérions comme une nécessité de dédommager des parents à qui l'on prenait leur fille, de leur fournir une sorte de compensation de l'aide physique que leur fille leur apportait, et qu'on leur enlevait. C'est ce que le roi Salomon expliqua aux gens de Dédo. À la vérité, la décision de nos hôtes nous avait quelque peu surpris. Eux, qui aimaient tant l'argent que la chose était connue grâce à des dizaines de chansons célèbres, voilà qu'ils se mettaient à présent à se montrer généreux envers nous. La chose nous parut suspecte, mais le roi Salomon était un fin diplomate, il ne releva pas ce détail curieux et pour le moins inattendu. Il se contenta de poursuivre son idée pour répondre à Njiba qui écoutait, l'œil rouge de vin. Je dis donc que tout nous tombe à merveille. Cependant, nous aimons toujours bien faire tout ce que nous faisons, et nous aimons voir tout le monde satisfait lorsque nous avons fait quelque chose. Entendez-moi bien, nous ne voulons pas acheter Fanny,
Mais, frère Njiba, je te demande de me dire de quelle manière nous pourrions aider ses parents à croire qu'ils n'ont rien perdu en nous la donnant pour toujours. Cela me semble une bonne chose. Njiba désigna quelqu'un de chez lui pour répondre. Tobo, dit-il, Tobo, veux-tu répondre quelque chose à ce que vient de dire Salomon? Quant à moi, j'ai très nettement l'impression qu'il ne comprend pas bien mon langage. Parle lui, toi. Salomon, dit Tobo en se levant et en retenant d'une main son pagne qui faillit tomber. Salomon, tu sais que je n'ai rien à t'apprendre. Tu me connais depuis l'enfance, est-ce que je mens? Dis-moi si je mens. Tu ne mens pas, Tobo, tu ne mens pas, rétorqua le roi. Alors, poursuivit Tobo, je n'ai rien à t'apprendre. Mais je dois te dire que cette chose, que nous appelons chez nous mariage, c'est une chose que les gens de cette tribu-ci connaissent comme tu ne peux pas t'imaginer. Sais-tu qu'avec nos garçons et nos filles, nous célébrons plusieurs mariages par an dans ce village? Non, non, je ne te dis pas cela pour t'effrayer, c'est seulement pour te faire comprendre que Fanny n'est pas la première fille de chez nous qui nous quitte pour aller vivre ailleurs, son mariage ne sera pas le dernier que nous ayons à affronter, non plus. Si donc mon frère Njiba te dit de prendre la femme sans rien payer en échange, il ne faut pas que cela t'étonne. Prends simplement la femme, et emmène-la. Tout ce que tu veux faire en dehors de cela ne regarde que toi. Si tu veux faire pleuvoir de l'or par tonnes et par tonnes sur la tête de Tanga et sur celle de sa femme, c'est une chose qui ne regarde que toi. Quant à nous, nous ne te demandons rien. Rien du tout, pas même un verre à boire. Oh, je réitère mes remerciements de tout à l'heure, dit le roi Salomon. Merci de vouloir nous épargner tant de dépenses. Mais tu dois savoir, mon frère, que nous n'en sommes pas, nous non plus, au premier mariage de notre village. Or jusqu'ici, nous n'avons jamais pris de femme tout à fait gratuitement. Jamais, répéta le roi, et s'il est ici quelqu'un de chez nous, qui se souvienne d'une affaire comme celle d'aujourd'hui, qu'il dise ou quand et comment nous avons jamais pris une femme sans bourse déliée. Jamais, répondit Mbaka, le chef, lourdement assis dans un fauteuil. Jamais, insista-t-il, et nous ne sommes pas prêts d'accepter une offre pareille. Ce que disait le chef Mbaka, il le pensait d'autant plus que la proposition de Njiba, confirmée par Tobo, nous paraissait de plus en plus suspecte. Bon, dit alors Njiba, en se relevant, bon, nous allons vous donner satisfaction. Après tout, vous vous êtes donné la peine de venir jusque chez nous, et nous n'avons pas le droit de vous décevoir. Puisque vous tenez à donner quelque chose pour prendre Fanny, vous allez certainement être heureux, de savoir que la mère de notre fille désire une grande cantine contenant des robes, des foulards, des chaussures, et des parfums sentant bon, que son père aimerait un grand panier neuf, une chemise de popeline blanche et un chapeau haut de forme. Et enfin, que les gens de ce village ne verraient pas d'un très bon œil le départ de leur fille, si vous ne leur donniez pas quelque chose comme un peu de sel de cuisine pour des femmes, et un peu de tabac pour des hommes. Oh voilà, dit le roi Salomon satisfait, voilà qui commence à ressembler à un véritable mariage douala. Pourquoi ne pas parler aussi franchement? Entre nous, nous n'avons pas besoin de prendre de longs chemins détournés pour nous dire, les uns aux autres, ce que nous pensons. Voilà donc pour ce qui est des cadeaux. Maintenant, parlons de l'argent en espèces. Rien, dit Njiba. Je dis que nous vous donnons notre fille pour rien. Parle bien, frère, dit le roi. Nous voulons payer quelque chose. N'importe quoi, mais... Alors, si tu veux, tu n'auras qu'à nous donner un billet de 500 francs. Le roi poussa un soupir de soulagement. Tout nous paraissait normal à présent, car le billet de 5 francs, qui en ce temps-là avait une valeur certaine, était alors le montant d'une dot normale. Maintenant, nous voyons nettement que les gens de Dedo avaient fait des grands discours pour rien, et que l'étalage de leur générosité était sans aucun doute une manière déguisée de nous soustraire encore plus d'argent et de cadeaux, qu'on en demandait normalement en pareil cas. Dans le fond, ils ont toujours eu cette ignoble mentalité d'exploiteur, et je suis à peu près sûr que, si mon père n'avait pas eu un des leurs pour ami, nous ne serions pas venus leur demander la main de Fanny, ni pour moi-même, ni pour aucun autre enfant de notre communauté, désireux de prendre femme. Mais, comme vous le savez, mon mariage avait été fixé longtemps auparavant, à un moment d'ultime solennité, et nous avions le devoir de tout faire pour réaliser la dernière volonté de mon père. Tanga et ses gens aussi savaient que nous ferions tout pour réaliser cette volonté, et ils se préparaient, bien entendu, à ne pas ménager nos efforts. Ils allaient, sans doute, nous faire la route terriblement difficile, malgré les propositions alléchantes qu'ils avaient fait semblant d'avancer au début des négociations. Voyez plutôt. Alors, si tu veux, tu nous donneras un billet de 500 francs, dit Njiba. Il parlait d'un air détaché, comme s'il lui était vraiment égal de recevoir ou non la somme qu'il nous réclamait. Le roi Salomon allait dire quelque chose, lorsque quelqu'un d'autre, du camp de Njiba, éleva la voix. Mes frères, Tanga, Njiba et Tobo, vous n'avez pas le droit de nous traiter comme vous le faites en ce moment, vous nous appelez à une réunion aussi importante, et vous ne nous expliquez que la moitié des choses qui se passent. Vous parlez maintenant de la dot de Fanny, et vous mélangez toutes sortes de choses, si bien que moi je n'y comprends plus rien. La cantine pour la mère, le sel pour les femmes, le tabac, l'argent.
Dois-je donc comprendre par là que les fiançailles sont déjà terminées, et que nous parlons vraiment du mariage de Fanny aujourd'hui? Si oui, je veux qu'on me dise quand les fiançailles ont eu lieu, car moi, je ne me souviens pas d'en avoir jamais entendu parler, du moins, pas avec le fils d'Edimo. Visiblement, l'homme n'était pas content. Mais cela ne faisait-il pas partie, simplement, d'une mise en scène préparée soigneusement afin de nous compliquer la vie au maximum? J'allais y venir, dit Njiba. Oui, Salomon, c'est là un détail que nous avions complètement oublié d'évoquer lorsque tu étais venu nous voir l'autre jour. Je vais t'expliquer, il faut que tu comprennes. Tu sais qu'Edimo, au seuil de la mort, avait demandé à Tanga de donner sa première fille en mariage à son fils Mbenda, que je vois assis là-bas. Or, lorsque la troisième femme de Tanga donna une fille, bien après la mort d'Edimo, personne de chez vous ne se présenta pour nous rappeler que Fanny était venue au monde pour vous autres. Et personne, non plus, au cours des années qui suivirent. Or notre fille a maintenant près de 14 ans. Vous pensez bien qu'elle n'est pas restée tout ce temps-là sans avoir de prétendant. Mais cela, vous le voyez bien, c'est votre propre faute, puisque vous ne vous êtes pas manifesté. Nous avons bien attendu, mais il ne nous était pas possible de venir vous harceler, car nous aurions eu honte si vous nous disiez que notre fille ne vous intéresse pas. Heureusement, lorsque vous nous en avez enfin parlé, voici quelque temps, il n'était pas encore trop tard. Le dernier prétendant de Fanny, c'est un jeune homme de Bonapriso, du nom de Manfred Essombé. Il est vendeur à la compagnie soudanaise, je veux dire qu'il a une bonne situation. Mais bien entendu, nous lui préférons aisément votre fils, étant donné le caractère exceptionnel de votre démarche auprès de nous. Voilà encore autre chose, Fanny était donc déjà fiancée? Ah, pensais-je, si je l'avais su plus tôt, je m'en serais bien servi contre les arguments apparemment indestructibles de Mamédi. Mais voici que la vérité ne me parvenait qu'en ce moment, où il était impossible de revenir en arrière. Mais écoutons la suite des révélations de Njiba, et peut-être tout espoir de me voir débarrassé de Fanny n'était-il pas encore perdu? L'homme avala une énorme gorgée de vin de palme. Il passait facilement d'une sorte de vin à une autre, et il semblait très bien s'emporter. Alors, dans ces conditions, poursuivit-il, vous voyez que nous aurons affaire si vous tenez à prendre notre fille Fanny. Il nous faudra rompre ses fiançailles avec ce jeune homme de Bonapriso qu'il aime, mais qu'il aime à un point. C'est ennuyeux, dit Billet, un homme de chez nous. C'est ennuyeux, nous le constatons fort bien, mais il s'agit pour nous de faire ce que nous a demandé un homme qui nous était cher. Et vous savez, tous, ici, que le fils d'Edimo, que nous voulons donner comme mari à votre fille, est le plus fort des lutteurs de Douala. Nous ne vous proposons pas n'importe quoi, n'importe qui, voyez vous-même, la loi, lève-toi pour qu'il te voie bien. Je me levai et bombai gaillardement la poitrine. Oh voilà, dit Billet, voilà le mari de Fanny. Dis-moi, Njiba, as-tu mieux que cela à offrir à ta fille? Je produisis l'impression attendue, et Billet se rassit en arborant un sourire satisfait. Je ne m'exhibai que pendant quelques secondes, pour me rasseoir à mon tour. Lorsque Njiba reprit la parole, ce fut pour mettre un point final à toute l'affaire, pour apporter la décision définitive. C'est ennuyeux, en effet, comme vient de dire mon frère Billet. C'est vraiment très ennuyeux, insista Njiba. Car nous autres, nous voulions de tout notre cœur vous donner notre fille pour rien. Mais vous voyez le genre de complications qu'entraîne forcément un changement de fiancé. C'est que ce jeune homme, dont je vous parlais il y a un instant, c'est qu'il a déjà beaucoup fait pour notre famille. Des cadeaux de toutes sortes, de l'argent, et qu'il ne restait, dans le fond, qu'à lui fixer la date à laquelle il pourrait venir prendre sa femme. Si nous rompions subitement ses fiançailles avec Fanny, il aurait parfaitement raison de nous demander de lui rembourser tout ce qu'il nous a déjà donné, vous comprenez ce que je veux dire. Avez-vous les reins assez solides pour faire face à une telle éventualité? Nous savions, depuis un moment déjà, où Njiba voulait en venir. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que ces gens-là ne cherchaient qu'à exploiter tous ceux qui venaient leur demander une fille en mariage. Avez-vous les reins assez solides? Dire si nous les avions solides ou non, c'était tout d'abord savoir à combien pouvaient s'élever les sommes à rembourser. Pourtant, ce jour que nous vivions, là, devant les gens qui devaient à tout prix nous prendre pour des hommes importants, ne nous prêtait guère le temps de marchander. Et le roi de se lever aussitôt, et de déclarer sans même s'informer auparavant de ce que l'on nous obligerait de rembourser. Les reins solides, les reins solides. Que croyez-vous donc? Malgré mon âge, je travaille encore du matin au soir. Quant à nos jeunes gens, il n'en est pas un seul qui reste à chômer au village. Vous dire que nous avons les reins solides, c'est donc vous faire savoir en d'autres termes que, même si nous ne les avions pas en la minute présente, nous pourrions travailler ardemment à leur prompte solidification si c'était nécessaire. Parle, frère Njiba, dis-nous combien ce jeune homme de Bonapriso vous a donné en tout, et moi je rembourserai. Orgueil des hommes. Nous n'étions pas, je l'avoue, d'une extrême pauvreté, mais il fallait tout de même faire attention à ces hommes cupides qui voulaient profiter de nous. Il ne fallait pas leur montrer que nous étions prêts à tomber dans leur piège. Mais tant pis, c'était le roi Salomon, mon parrain, qui nous servait de porte-parole devant eux, et ce qu'il venait de dire était le reflet de notre pensée à nous tous.
De toute façon, aucun de nous ne l'aurait contredit, de peur de nous faire passer pour des hommes incapables de financer de vraies fiançailles pour leur fils. Oh, je crains de vous décevoir, dit Njiba en s'essuyant le front à l'aide d'un mouchoir blanc tout neuf. Oui, je le crains fort, mais vous savez, les faits sont les faits. Il ne faut pas croire que nous essayons de vous faire payer trop cher. Je vous dis que notre futur gendre actuel, ce jeune de Bonapriso, est un homme avec une fort belle situation à la compagnie soudanaise. Aussi, lorsque je vous dirai combien il vous faut nous rembourser pour lui, ne criez pas que je vous ai demandé plus qu'il n'en faut. Parle, parle toujours, dit le chef Mbaka d'un ton impatient. Eh bien, dit Njiba, si vous tenez à Fanny, vous aurez à payer quelque chose comme 7000 francs. Quoi? Demanda Tobo, tu dis 7000 francs? Je suppose que tu parles seulement de l'argent en espèces? Car je sais que cet enfant de Bonapriso nous a donné bien plus que cela depuis que... Oui, c'est vrai, je ne parle pas des casseroles, ni des bijoux et autres objets. 7000 francs, dit le roi Salomon, ce n'est pas si mal que cela. Mais, dites-moi, si je comprends bien, vous êtes en train de nous vendre votre fille sans le faire? Ah, non, Salomon, ne dis pas une chose pareille, rétorqua Njiba. Ne nous dis pas une chose pareille. De quoi aurions-nous l'air si nous devions te vendre Fanny? Nous ne sommes pas des sauvages. Et j'espère que tu ne voulais pas nous insulter en disant cela. Seulement, comme je te l'ai fait remarquer tout à l'heure, les faits sont les faits. Nous allons déjà vous faire une faveur. Acceptez votre fils plutôt que quelqu'un d'un village lointain, qui a pourtant déjà beaucoup fait pour aider matériellement notre famille. Crois-moi, nous ne cherchons pas à vous exploiter, car l'argent que vous allez me donner, je le remettrai aussitôt au jeune homme qui vous a précédé chez nous. Je comprends que vous teniez à accomplir les dernières volontés d'un des vôtres. Seulement, il faut que vous nous aidiez, dans ce cas, à surmonter nos propres difficultés, nées d'ailleurs du fait que vous avez tardé à vous mettre en rapport avec nous. C'est bon, dit le roi Salomon. Nous allons vous y aider. Accordez-nous seulement quelques jours, pour nous permettre de rassembler l'argent que vous demandez, et nous vous donnerons un gendre digne de vous. Cette dernière réponse fut saluée de part et d'autre par des signes approbatifs de la tête, ou par des murmures, qui voulaient tous dire, vraiment, personne ne vaut le roi Salomon pour traiter une affaire de mariage. Des discussions de détails suivirent, puis, vers la fin du jour, on se sépara. Toute la journée nous avait vus aux prises avec les gens de Tanga.